Alors, le bac de philo, ça arrive à grands pas. Et soyons honnêtes, les grandes notions, c'est parfois un peu le brouillard, non? Bon, eh bien, pas de panique. L'idée ici, c'est justement de clarifier ensemble ces concepts clés, de se donner une bonne boîte à outils pour vraiment commencer à penser par soi-même. Allez, voilà le programme. On va commencer par le début, par soi-même, avec la conscience. Ensuite, on se demandera si on est vraiment libre, avec l'inconscient. Puis, on parlera travail, bonheur, pour finir avec les gros outils, la raison, la vérité et le fameux duo science et religion. C'est parti. Ok, première étape, la conscience. C'est vraiment le point de départ de tout. Ça part d'une question qui a l'air simple, mais qui est immense. Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, savoir qu'on existe ? Alors attention, en philo, le mot conscience, c'est pas un seul truc. C'est un peu comme une poupée russe. Il y a au moins 3 niveaux à comprendre. D'abord, la conscience spontanée. C'est l'immédiat, le fait de sentir le soleil sur sa peau, d'entendre un son, bref, être là, tout simplement. Puis, on a la conscience réfléchie. Là, on passe un cap, on se met à penser à soi-même. Vous savez, le fameux « mais pourquoi j'ai dit ça moi ?» Et enfin, le troisième niveau, c'est la conscience morale, cette petite voix intérieure qui juge si ce qu'on fait est bien ou mal. Bon, ok, on est conscient. Super. Mais est-ce que ça signifie pour autant qu'on est totalement aux commandes, qu'on est vraiment maître de nos pensées, de nos actions? Ah, c'est là que ça devient croustillant. On ouvre le dossier liberté et inconscient. Et là, sur la liberté, on a un vrai clash des titans. D'un côté, on a Descartes qui nous dit, en gros, grâce à votre raison, vous avez un pouvoir de choix absolu. C'est le fameux libre arbitre. Et de l'autre, on a Spinoza qui arrive et qui calme le jeu. Attendez, pas si vite. La vraie liberté, c'est peut-être pas de faire n'importe quoi, mais plutôt de comprendre ce qui nous pousse à agir. C'est une vision beaucoup plus modeste, disons. Et comme si c'était pas assez compliqué, il y a l'idée que notre liberté est peut-être menacée, de l'intérieur. C'est l'idée de l'inconscient. Pour Leibniz, c'est pas grand-chose, juste un bruit de fond mental, des petites perceptions qu'on ne remarque pas. Mais alors, arrive Freud. Et là, c'est une bombe. Pour lui, l'inconscient, ce n'est pas juste un moins de conscience, non, c'est une autre partie de nous-mêmes, une sorte de colocataire caché avec ses propres pulsions, ses propres règles du jeu, et qui, bien souvent, tire les ficelles en coulisses. Alors, au milieu de tout ça, vous avez Jean-Paul Sartre qui débarque et qui met littéralement un grand coup de pied dans la fourmilière. Lui, il dit « oubliez tout ça. Il n'y a pas d'excuses, pas de déterminisme qui tienne. On est, et c'est sa phrase célèbre, condamné à être libre. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque seconde, par nos choix, on invente qui on est. C'est une liberté radicale, presque angoissante, parce qu'elle vient avec une responsabilité totale. Justement, si on se fait soi-même, comme le dit Sartre, une des manières les plus évidentes de le faire, c'est par le travail. On passe une partie énorme de notre vie à travailler. Mais la question c'est, est-ce que ça nous construit ou est-ce que ça nous détruit? Pour y voir plus clair, Hegel a une histoire géniale. C'est la dialectique du maître et de l'esclave. Au départ, le calcul semble simple. Le maître est libre, l'esclave ne l'est pas. Mais c'est l'esclave qui bosse. C'est lui qui transforme le monde, qui apprend des savoir-faire. Et petit à petit, le maître, qui ne fait que jouir du travail de l'autre, devient complètement dépendant. Le rapport de force s'inverse. La conclusion de Hegel est dingue. Le travail, même forcé, peut devenir un chemin vers la liberté et la conscience de soi. Mais attention, il ne faut pas être naïf. Le travail a un côté très sombre. Marx nous met en garde contre l'aliénation. C'est quoi? C'est quand le travail nous rend étrangers à nous-mêmes, quand on ne se reconnaît plus dans ce qu'on fait. Simone Veil, elle, a décrit de façon poignante comment le travail à la chaîne peut vider l'humain de sa pensée, le transformer en simple rouage. Et, ça va même plus loin, Hartmut Rosa montre que cette logique de productivité et d'accélération contamine jusqu'à notre temps libre, nous empêchons de vraiment nous reposer. Du coup, on cherche un travail qui nous épanouit. Pourquoi faire au final? Pour être heureux, évidemment. Et là, on touche à la grande question de la philo, peut-être la plus grande de toutes, c'est quoi le bonheur? Dans l'Antiquité, il y avait 2 grandes équipes avec des stratégies opposées. D'un côté, la team Épicure. Leur credo, le bonheur, c'est le plaisir. Mais attention, pas la grosse fête tout le temps. Non, un plaisir intelligent, calculé, qui vise surtout la tranquillité de l'âme, l'absence de troubles. De l'autre côté, la team des stoïciens, comme Marc Aurèle. Leur idée, le bonheur, c'est d'arrêter de vouloir ce qui ne dépend pas de nous. Le temps qu'il fait, ce que pensent les autres. Lâche l'affaire, concentre-toi sur ce que tu peux maîtriser, tes propres jugements. Et cette citation, elle est super importante parce qu'elle nous sort la tête du guidon. Le bonheur, ce n'est pas juste un truc de développement personnel, un truc qu'on fait tout seul dans son coin. Comment être serein dans un monde injuste? La philo nous rappelle que notre quête personnelle du bonheur est complètement liée à la question de la justice sociale, à des conditions de travail décentes pour tout le monde. Ok, bonheur, liberté, conscience.
on a jonglé avec des concepts énormes. Mais une minute, sur quelle base on discute de tout ça? Comment on fait pour pas juste dire « moi je pense que ». Eh bien, il nous faut des outils. Et les outils de base en philo, c'est la raison et la recherche de ce qu'on appelle la vérité. Et le premier grand ennemi de cette recherche, l'ennemi public numéro 1 de la pensée, c'est le dogmatisme. C'est quoi? C'est l'attitude de celui qui a des certitudes en béton armé, qui refuse le doute, la critique. C'est comme ça, point final. C'est un véritable cul-de-sac pour la pensée. Alors, face à ce mur du dogmatisme, la science, elle, propose une approche complètement inverse. Karl Popper l'a formulée de façon géniale. Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable. Ça veut dire qu'on doit pouvoir imaginer un test qui pourrait la contredire. L'exemple classique, c'est si je dis tous les signes sont blancs, ma théorie est scientifique. Pourquoi? Parce que le jour où on trouve un seul signe noir, ma théorie est détruite. La science, c'est donc pas une accumulation de vérité, c'est une chasse aux erreurs pour s'approcher du vrai. Et évidemment, cette méthode scientifique basée sur le doute et la preuve, ça nous amène directement à un des plus grands clashs de l'histoire de la pensée, la relation entre science et religion. Alors, ennemis jurés ou deux manières différentes de regarder le monde? Là encore, Spinoza a une proposition super intéressante pour essayer de calmer les esprits. Pour lui, le conflit n'a pas lieu d'être parce que la science et la religion ne s'occupent pas de la même chose. Elles ne sont pas sur le même terrain de jeu. D'un côté, la science cherche à expliquer le monde, à dire ce qui est vrai ou faux. Elle répond à la question comment ça marche. De l'autre, la religion a un but moral. Elle cherche à nous guider, à nous dire ce qui est bien ou mal pour vivre ensemble. Elle répond à la question comment doit-on agir. Le problème commence quand l'une empiète sur le terrain de l'autre. C'est-à-dire quand la religion prétend avoir la vérité scientifique et rejette la raison. C'est là que naissent le fanatisme, l'idée d'imposer ses croyances par la force, la superstition qui est basée sur l'ignorance et toutes les dérives sectaires qui refusent par principe toute contradiction. Pascal, lui, prend le problème sous un angle complètement différent, hyper original. Il ne dit pas « je vais vous prouver que Dieu existe ». Non, il dit « la raison ne peut pas trancher ». Alors, il faut parier. Et son calcul est simple. Si on parie que Dieu existe et qu'il existe, on gagne l'infini, la vie éternelle. Si on parie qu'il existe et qu'il n'existe pas, on ne perd rien, ou presque. Donc, selon lui, d'un point de vue purement rationnel, il est plus rentable de parier sur son existence. C'est un raisonnement qui a fait couler beaucoup d'encre. Donc, si on résume tout ça, la conscience, la liberté, la vérité, ce ne sont pas des solutions miracles ou des réponses définitives à trouver dans un livre. Il faut vraiment voir ça comme une boîte à outils. Des outils pour décortiquer les idées toutes faites, pour questionner le monde et au final, pour la chose la plus importante, forger sa propre opinion, construire sa propre pensée. Voilà, la boîte à outils est sur la table. La vraie question, maintenant, celle qui compte vraiment, elle n'est pas pour moi, elle est pour chacun. Qu'est-ce qu'on va construire avec ça? Comment s'emparer de ces idées pour forger son propre chemin? Et ça, il n'y a pas à se corriger. C'est ça le début de la philosophie.